1er septembre 2025. C'est le jour où j'ai décidé d'enregistrer le premier épisode de ce podcast, le podcast d'une femme qui reprend sa voix. Un podcast que j'ai voulu construire d'une manière assez atypique, puisque pour comprendre comment je suis passée d'une femme éteinte à révélatrice de puissance, il faut comprendre comment je me suis éteinte, comment je me suis rallumée pour pouvoir vous donner cette flamme, cette rage, cette niaque, vous transmettre cette mission à travers ma méthode, cette mission qui est que toutes les femmes s'aiment d'un amour inconditionnel, soient ancrées, puissantes, sereines, s'acceptent avec toutes leurs facettes pour ne plus jamais trembler devant quelqu'un d'autre. Donc je fais juste une petite aparté. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 0, le premier épisode, mais du coup le précédent, il est vraiment important de l'écouter avant de commencer l'écoute de ces épisodes. C'est vraiment l'épisode où je pose le cadre, où je vous explique réellement ce que je veux transmettre et pourquoi ce podcast existe. Et je ne vais pas faire cette intro à chaque épisode, sinon ça va être super long. Donc l'idée, c'est que je vous raconte la big picture, vraiment que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout ça, et que, en fait, plus tard, quand le podcast va vraiment démarrer, que je puisse vous renvoyer vers certaines anecdotes, certains épisodes qui existent déjà, parce que le but, c'est pas de radoter, et voilà, c'est de poser, de dire ce que j'ai étouffé pendant trop longtemps, parce que je pensais que pour être aimée, pour être aimable, pour m'aimer, il fallait que je sois lisse. Il fallait que je sois parfaite, il fallait que j'encaisse, il fallait que je me taise. Et aujourd'hui, j'ai un grand besoin de libérer ma voix. Et je suis persuadée qu'en le faisant, ça va inspirer d'autres personnes à le faire aussi. Donc, me voilà. Le but, ce n'est pas de rester dans le passé, ni de faire une psychanalyse et de faire de mon passé une identité, mais justement, de clôturer. Et d'accepter cette facette, de la voir, de la reconnaître, pour dire « tu es là ». Tu as existé, grâce à toi, je suis qui je suis aujourd'hui et je n'en ai plus honte. Alors, c'est parti, bienvenue dans l'épisode 1. L'histoire que je vais vous raconter, beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendue, mais pas totalement, à quelques détails près. Et surtout, la base de cette histoire, c'est aussi pour vous montrer que depuis toujours, tu sais, depuis toujours, c'est là. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Je ne marchais pas que je dansais déjà. Je suis née, je pense que je dansais dans le ventre de ma mère. C'est même sûr, puisque ma mère dansait énormément. Il y avait toujours de la musique chez moi. J'ai même des vidéos de mes parents. Une histoire qui commence de manière conte de féesque. J'invente beaucoup des mots, vous allez voir. Mes parents s'aiment énormément. Enfin bref, c'est ouf. Déjà, je m'accroche aux meubles dès que j'entends de la musique. La musique transperce mes cellules, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment un lien très très fort avec la musique. Et ça se voit vraiment, je suis fascinée par les clips de Michael Jackson, mais surtout avant ça, je suis fascinée par l'énergie de Tina Turner, puissance de Whitney Houston. Il y a vraiment quelque chose qui me fascine chez ces artistes de lumière, comme j'aime les appeler. Vous savez, ces artistes, on a Freddie Mercury aussi, enfin il y a plein d'exemples, ces artistes qui ont une telle énergie, qui les font rayonner la foule, qui font rayonner le monde partout où ils passent. Il y a vraiment comme une poussière de lumière qui éclaire. Et ça me fascinait vraiment. Tellement que ça me fascinait que quand il a été temps de m'inscrire dans un sport, vous savez, quand on a l'âge de faire une activité, mes parents, ça a été vraiment une évidence. Ils m'ont inscrit au tennis. Bien évidemment, vous l'aurez compris, ça a été un échec total. Quand ils m'ont vu rentrer la raquette en pleurs, ça a été... Bon, très vite, ils m'ont inscrit à la danse. Et là, ça a été une révélation. C'est-à-dire que sur scène, les spectacles ou même en cours de danse, moi, j'étais un peu dissipée, je dois l'avouer. Mais moi, je vivais le truc. Enfin, dans ma tête, c'était une comédie musicale. Donc, quand j'avais l'occasion pour les spectacles de fin d'année d'être sur scène, j'étais cet enfant où les autres parents viennent voir tes parents pour dire « Waouh, mais votre enfant... on voit qu'elle sur scène, il y avait quelque chose il y avait un truc, quoi. Pas forcément que j'étais la meilleure, mais je vivais les choses, vraiment. Bon, par la suite, j'ai bien compris pourquoi je vivais les choses aussi intensément. Pour moi, c'était clair, moi aussi, je veux faire rayonner le monde. Sauf qu'un jour, pour moi, tout a basculé.
mon monde s'est effondré. Je me souviens encore être en primaire, au CP, voir la maîtresse qui vient me voir et c'était pas terminé, c'était en plein milieu d'après-midi et la maîtresse me dit ta maman est là, tu t'en vas? Et je me souviens rentrer dans la voiture, ma mère conduisait, mes sœurs étaient là, les fenêtres étaient ouvertes, un élan de liberté, je pouvais sentir les cheveux au vent. Alors peut-être que c'était pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est comme ça que je m'en souviens, et c'est comme ça que je l'ai perçu, et c'est comme ça que je l'ai perçu avec mes yeux d'enfant. Pour moi, il y avait vraiment il y avait un soulagement. Je me souviens pas qu'on m'expliquait ce qui se passait. La seule chose que je sais, c'est que lorsque mon père est venu me chercher à l'école, puisque c'est lui qui venait me chercher tous les après-midi, on lui a dit mais elle est partie. Sa maman l'a récupérée et elle n'est pas là. Parce que la vérité, c'est que de mes yeux d'enfant, les ombres à ce tableau joyeux, aimant, je ne les voyais pas. Et vraiment, sincèrement, je ne les vois... Alors, c'est pas que je les vois toujours pas, parce que maintenant, voilà, j'ai du recul et j'ai des souvenirs. Mais de mes yeux d'enfant, pour moi, c'était normal. C'était pas... Bon, après, quand on a 4 ans, on ne sait pas comment ça se passe chez les autres, bien évidemment. Et je pense que je me nourrissais des moments de joie et que, bon, pour moi, c'était la normalité, tout simplement. Le fait est que chez moi, il y avait un climat violent, dysfonctionnel, autant violent physiquement que psychologiquement entre mes parents, principalement. Et que j'ai des souvenirs très vifs de certaines scènes, notamment avec une de mes grandes sœurs, puisque j'ai 2 grandes sœurs dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont je vais vous parler juste après, qui n'ont pas le même papa que moi, mais avec qui j'habitais du coup. Et donc j'ai vraiment une scène avec une de mes grandes sœurs qui me berce sous l'escalier pour me consoler, parce qu'on entendait des assiettes se casser, enfin, c'était assez violent. Je ne raconterai pas dans les détails ici, parce que ce sont des histoires qui ne me concernent pas qu'à moi, qui ne m'appartiennent pas qu'à moi. En tout cas, ce que je retiens et ce que je veux transmettre, c'est que ce n'est pas juste mes parents ont divorcé. Il y a vraiment eu un avant-après, il y a eu vraiment un climat de violence installé déjà dès mon enfance qui a été un peu normalisé. À côté de ça, pour revenir sur une note positive, de mes yeux d'enfant quand même, ma maman est toujours d'ailleurs quelqu'un de très dans la joie, qui rigole beaucoup, qui est vraiment résiliente, qui a eu une sacrée vie. Je viens d'une lignée de femmes qui explique aussi, donc je ferai un épisode sur ma lignée de femmes et sur les lignées de femmes, ou de familles, qui explique aussi ce que je fais aujourd'hui, que les femmes reprennent leur voix, reprennent leur place et leur pouvoir. Mon père, c'était mon meilleur ami. Il me faisait regarder les cassettes de Tina Turner, il me faisait refaire les chorégraphies, il me faisait apprendre par cœur les sketchs d'Elikaku et pour me filmer juste après. Il me faisait chanter sur du « Je suis venu te dire que je m'en vais », comme sur du Harley Davidson. Vraiment, c'était une relation fusionnelle. Il ne pouvait pas partir au travail, il devait se cacher, ma mère devait faire des diversions. Je pense que vraiment, je peux le dire, ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui si... voilà, pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient trop passionnés? Est-ce que... Je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé de ne pas essayer de comprendre parce que pendant des années, j'ai essayé de comprendre. Et à un moment donné, vous verrez, je ne sais pas si ça vous le fait vous aussi, mais à force de vouloir comprendre, on reste on patauge dans un truc. Et des fois, il faut juste accepter que ça va pas faire avancer les choses que de comprendre. Bon, sinon, quand j'étais au primaire, rien de trop à signaler. J'étais cet enfant qui faisait des chorégraphies sur Jennifer sous le préau avec ses copines. J'étais toujours celle qui faisait des spectacles, qui leur disait allez, venez, on se met comme ci, on fait comme ça. Mais j'ai aussi subi beaucoup de moqueries. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter, enfin, beaucoup. J'ai des anecdotes, mais vraiment pépites à vous raconter. Et du coup, quand je vous les raconterai plus tard dans des quick épisodes de séries Netflix qui dureront 5-6 minutes, vous saurez de quoi je parle. Tout ça pour vous dire qu'avec du recul, maintenant, j'étais déjà une enfant à part. J'étais déjà à part. Et ça s'est confirmé au collège, puisque je fais partie de ces gens dont le collège a été la pire période de ma vie
scolaire. Toujours avec cette comédie musicale dans la tête, je suis de cette génération High School Musical, Pussycat Dolls, tu vois, je suis de cette génération-là. J'adorais toujours danser, chanter, j'étais dans ma joie et ce n'était pas trop compris. C'est-à-dire que même, je me souviens d'un épisode où je rejoins des copines qui sont dans la cour ensemble. J'arrive en chantant et je me prends une gifle d'une de mes copines qui me dit « c'est bon, tu nous saoules ». Alors, c'était pas méchant en mode, je me pas fait je me suis... Ah, 1, 2, 3. Je suis désolée, j'ai la gorge un petit peu serrée au fur et à mesure des épisodes. Je pense que ça va se décanter. J'essaie de me poser et d'avoir une voix un peu plus agréable. Et j'ai pas envie d'attendre que ce soit parfait parce que sinon je vais réenregistrer cet épisode 8 fois. Donc ce n'était pas... je me faisais pas tabasser, hein, mais c'est juste que... Voilà, il y en avait qui en avaient... J'avais une copine là ce jour-là, je pense que j'avais... Voilà, elle avait gros sur la patate, elle en avait ras-le-bol. Et du coup, ça n'excuse pas tout. Mais voilà. Donc j'étais ni intello, ni populaire. J'avais beaucoup de facilité, j'étais pas vraiment... première de la classe, mais par contre, je travaillais super bien, mais sans forcer, forcément, je m'attirais aussi les foudres des gens qui faisaient un peu n'importe quoi. Vous savez, ces gens, si vous faites partie de ces gens, désolée pour vous, assis au fond de la classe, qui font n'importe quoi, et donc j'étais un peu au milieu de la classe, donc du coup, on me comprenait pas, j'étais pas très bien compris. On m'appelait fertiligène parce que je n'ai pas été menstruée avant mes 15 ans. Donc j'avais pas de poitrine qui poussait, voilà, j'étais un peu en retard pour tout. Mon premier bisou, c'était un peu un coup monté par mes copines. Donc bref, je vous raconterai aussi ces choses-là. Alors, je l'ai pas vécu comme du harcèlement à proprement parler, en tout cas pas comme harcèlement comme on l'entend aujourd'hui. Je me sentais différente, je l'ai très mal vécu, mais je pense comme beaucoup d'entre nous. Mais petit à petit, j'ai éteint ma lumière pour m'effacer, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas me faire remarquer. J'ai éteint cette joie, cette spontanéité, cet amour pour la danse. Enfin, je ne l'ai pas effacé, cet amour pour la danse, mais j'ai effacé en fait cette lumière, je l'ai diminuée, jusqu'à me sentir jamais assez. C'est-à-dire que je suis passée de tuer trop ceci, trop bruyante, trop rêveuse, à je ne suis pas assez. À la maison, du coup, mes parents donc, se sont séparés. Ma mère était maman solo de 3 filles. Mes sœurs et moi avons un écart d'âge assez important. Avec ma sœur Florence, on a 8 ans d'écart. Donc on a eu une relation plutôt de sœurs, avec des chamailleries, des réconciliations, des moqueries, des complicités. Et avec ma sœur Sylvia, avec qui j'ai 14 ans d'écart, on a une relation un petit peu plus spéciale et pas vraiment égalitaire. En plus de ça, c'est l'aînée, donc elle a eu son rôle de l'aînée et elle a beaucoup épaulé ma mère. Elle a eu un rôle, malgré elle, un peu parental auprès de nous. Mais du coup, on avait trouvé notre équilibre comme ça. On était 3 nanas. Après, Sylvia est partie vivre, prendre un appartement. Mais en tout cas, voilà, c'était très girl power à la maison. Ma mère a repris ses études pour devenir aide-soignante, elle qui était femme de ménage, aide ménagère, on dit maintenant. Et ma mère, c'est vraiment la résilience plus. Quand ma mère, comme je vous dis, elle a vécu une vie jonchée de traumas, de violences extrêmes dès sa naissance, dès son enfance. Et très vite, j'ai été dans ce bain aussi. Très vite, j'ai entendu des histoires que peut-être on ne raconte pas à des enfants, mais que voulez-vous, c'est aussi bien parce que du coup, je savais plein de choses. Et du côté de mon père, après le divorce, on ne se comprenait pas du tout. Il y a eu vraiment une cassure. J'étais un peu mon père ce héros et d'un coup, on ne se comprenait plus. Je pense qu'il a été très touché par la séparation avec ma mère. Je pense que ça a été un choc aussi pour pas mal de raisons. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne savait pas faire. Mon côté rêveur, tête en l'air, ça l'agaçait au plus haut point. Donc il n'était pas très patient et aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'il a manqué de choses lui aussi. On en a parlé, on en parle. Et j'ai retrouvé une relation avec mon père après des années, une relation plutôt saine. Et c'est génial parce que c'est toujours difficile d'avoir une relation compliquée avec ses parents. Vous comprendrez aussi, j'étalerai un petit peu plus tard, mais en tout cas aujourd'hui je suis très heureuse de la relation que j'ai avec les deux, mais voilà, j'insiste sur mon père parce que mon père, en fait, vu qu'il n'était pas très patient, il me répétait tout le temps des phrases du style
mais tu comprends rien, mais tu sais pas faire, de toute façon, toi, ça t'intéresse pas. Et en fait, à un moment où un enfant se développe, d'entendre des phrases constamment, alors j'y allais que le week-end, mais d'entendre ces phrases constamment, il y a une répercussion sur le cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, c'est avéré, nos pensées, quand elles sont répétées, quand elles sont les mêmes, deviennent des croyances. Les croyances influencent nos émotions, influencent nos choix de vie, parce que nos croyances, en fait, c'est un peu le filtre. Je crois ça, donc pour moi, ça c'est la vérité, donc je vais agir en fonction de mes croyances. Et donc, voilà, de mon adolescence, ça a été forgé en côté paternel, en tout cas, je pensais que j'étais pas capable, que je savais rien faire, que de toute façon, j'étais trop dans mes délires, que j'avais pas les pieds sur terre, que fallait que je me réveille. Enfin, voilà, c'était pas ouf. Et je le croyais vraiment, hein, parce que de toute façon, il y avait personne comme moi autour de moi. Donc j'ai fini par croire toutes ces choses-là. Donc non seulement j'étais en train de m'éteindre, mais en plus de ça, j'étais vraiment en train d'essayer de... J'étais en lutte perpétuelle avec moi-même pour que cette lumière, j'essaye de la pousser. J'ai vraiment cette image de pousser quelque chose vers le fond. Et j'étais vraiment en colère après moi parce que je ne comprenais pas pourquoi je souffrais d'être pas comme les autres. Et je me dis, mais comment je vais faire, enfin, et encore, c'est pas vraiment des questions... comment dire, des questions concrètes. C'est vraiment un état. Il y a vraiment cet état de souffrance. Heureusement, à côté de ça, la danse a toujours été là. Donc, j'étais dans une association de ville, je faisais du modern jazz. Et vers mes 12-13 ans, j'ai rencontré la comédie musicale. Passé de ma chambre à la scène. C'est-à-dire que moi qui refaisais des spectacles, qui écoutais les musiques Disney, qui écoutais des artistes qui refaisaient des spectacles, la porte fermée dans ma chambre, à tue-tête, hein. Vraiment, j'imaginais, je me faisais plein de monde, enfin, je vivais vraiment ce truc-là. J'avais enfin trouvé l'occasion de pouvoir faire tout ça, mais sur scène. Très vite, j'ai été repérée par ces deux personnes parce qu'ils avaient une troupe de danse sur Marseille et je n'ai pas précisé, mais moi j'habitais à 45 minutes à peu près de Marseille, j'habitais vers l'aéroport et pour toutes ceux et celles qui m'écoutent et qui connaissent, aller à Marseille quand tu habites vers Vitrolles-Marignane, aller dans le 13e à la Rose, c'est un peu la mission. Du moins, c'était un peu la mission pour ma mère qui faisait les allers-retours pour m'emmener, puisque je vais un peu vite en besogne, mais évidemment j'ai été repérée par ces deux personnes qui m'ont dit mais il faut absolument que tu nous l'amènes, il faut qu'elle intègre la troupe de danse, parce que du coup, nous on fait ça de manière tous les week-ends, on répète, on a des vrais spectacles, c'est pas juste à l'année pour faire un spectacle de fin d'année, mais en fait ce qu'on fait, c'est qu'on propose des spectacles pour les comités d'entreprise à Noël ou pour les événements. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça quand vous étiez enfant, si vos parents avaient un comité d'entreprise ou pour Noël, ils organisaient une réception, une fête où il y avait un spectacle. Eh bien, c'était nous. En tout cas, c'est ce genre de spectacle qu'ils proposaient. Très vite, ma mère a eu confiance en ces deux personnes qui étaient un couple. Et donc, je dormais chez eux pour que ce soit beaucoup plus pratique. Et donc, ma mère avait juste à m'amener un jour et elle me récupérait le lendemain. Ou si c'était sur le week-end, je pouvais dormir chez eux avec toute confiance, etc. Et je vivais vraiment mon rêve. C'était génial. Il y avait d'autres personnes avec moi, de tout âge. Enfin, on était quand même des jeunes. Hein. Je pense que pour moi, ils étaient âgés parce que j'avais 14 ans, ils devaient avoir 20 ans, 22 ans. Mais en vrai, on était des gosses. Alors, il y a eu ce double effet. C'est-à-dire que pareil, même pattern, et je m'en rends compte aujourd'hui, il y avait d'un côté le waouh, le fait qu'on se retrouve plein de jeunes ensemble avec une même passion, avec des costumes, avec des chorégraphies. C'était des jeunes de tout horizon, de tout quartier, de toute nationalité. Enfin, vraiment, c'était génial. C'était hyper riche, on s'entendait super bien. Surtout qu'au début, on n'était pas beaucoup, on devait être une trentaine. Donc c'était génial, on avait vraiment... on se soudait, on mangeait ensemble, c'était vraiment chouette. C'était un peu un échappatoire aussi pour moi. Et bien évidemment, il y avait le côté un peu plus sombre, c'est-à-dire que on était
très maltraités. On nous parlait comme de la merde. Celui qui tenait ça nous parlait comme des merdes, mais vraiment, quoi. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Mais à la fois, ça nous paraissait normal. On était exploités, c'est-à-dire qu'on devait ranger les costumes, des fois pendant des nuits et des nuits, surtout que moi, je dormais là-bas. Donc, du coup, bon, après, c'était pas que ça, hein. Bien sûr qu'il y a toujours cet équilibre de c'est beau et c'est moche. Parce que si c'est que moche, forcément, tu ne restes pas. Et je pense que pour tous ceux qui se demandent mais pourquoi mes parents n'étaient pas au courant ou pourquoi, parce qu'en fait, j'étais tellement bien, je me sentais à ma place, je me sentais comprise. Et surtout, je me sentais grande. Et puis, il y avait une dépendance qui était là. C'était ma bouffée d'oxygène, c'était ce que je rêvais de faire. Il y avait vraiment ce truc-là. Surtout que, bien évidemment, c'est du travail dissimulé, du travail de mineur dissimulé, puisque, en fait, le responsable de la troupe de danse vendait ces spectacles-là. Alors, j'ai plus les chiffres, mais je me rappelle, quand on était plus grand, après, on faisait les calculs, on disait, mais attends, et nous, on n'était pas payés, on signait des papiers, vraiment, avec nos parents, pour dire qu'on était bénévoles. Donc, lui, il se faisait les cojones en golden cojones, là, sur notre dos. En plus, on se faisait parler comme de la merde. Enfin bref, vous imaginez le tableau, quoi. Mais à la fois, ça nous a créé des souvenirs géniaux. Enfin, on en reparle encore, certains avec qui on a contact, parce que vous allez voir, ça a été très vite l'enfer plus. Ça, c'est tombé vraiment, vraiment dans des... Je sais même plus si ça existe encore, ce truc-là, si ces gens sont toujours en activité. Mais en tout cas, il y a eu des bails très, très sombres là-dedans. Et bah oui, ma voix se s'enraille, etc. Enfin bref. Mais en tout cas, j'étais exploitée, mais je vivais mon rêve. Et je voulais pas qu'on me vole mon rêve. Je voulais pas qu'on me vole ce sentiment d'être comprise. Donc je préférais encaisser les choses qui étaient un peu moins belles pour pouvoir me sentir vivante. Mais c'est à peu près là que je me suis définitivement abandonnée et que j'ai compris ce qu'était la dépendance affective. Mon estime était vraiment en baisse, mon amour-propre aussi. L'image que j'avais de moi et la confiance que j'avais en moi était en baisse, que je vous rappelle que j'avais 14 ans à peu près, donc j'étais encore une enfant, hein, même si on est après ado, et voilà. Mais j'étais quand même assez... c'est pas innocente le mot, j'étais naïve. Ou plutôt, j'étais insouciante. Et je me protégeais un petit peu comme je pouvais. J'avais une place un petit peu plus particulière auprès d'eux puisque je vivais un peu chez eux, c'est même pas un peu, je vivais chez eux le week-end. J'ai même, du coup, je me suis beaucoup occupée de leur fille, je m'occupais de leur maison. Pas moi que toute seule, mais en fait, c'est pas normal. À 14 ans, j'étais face à des responsabilités et face à des choses que j'aurais pas dû avoir, connaître et faire. Dans la manière absolument pas bienveillante et toxique, on était clairement exploités. Si je vais plus loin, je dormais même dans un garage. Alors, j'aime bien le dire parce que ça renforce encore plus la chose. Alors que, bon, c'était un garage qui était aménagé, je vous rassure. Mais même, c'était pas très, voilà, c'était pas très bien aménagé non plus, hein, soyons très clairs. J'ai assisté à des scènes mais complètement lunaires de violence entre ce couple. Lui l'a tapé, il a même menacé avec un couteau. Et encore une fois, non, j'en ai jamais parlé à mes parents parce qu'en fait, on avait peur en fait. À ces moments-là, j'étais pas souvent toute seule parce qu'il y avait toujours une ou deux personnes, d'ailleurs un petit peu plus âgées que moi, Amélie, enfin bref, un peu mes grandes sœurs de là-bas qui étaient avec moi. Mais en fait, je vous assure, on avait peur de ce mec-là. On avait peur de comment ça allait, enfin comment ça pouvait tourner. Et puis à la fois, c'est clairement, je pense qu'il est même plus qu'un pervers narcissique, ce mec, ce directeur de troupe de danse. Je pense que c'est un psychopathe. Alors, je ne suis absolument pas psychiatre, je ne peux pas donner de diagnostic, mais en tout cas, voilà, si j'ai l'occasion de vous raconter toujours avec humour, sans détails morbides. Et dans tout ça, j'ai rencontré mon premier amour. Vous savez, ce premier amour qui, quand on est ado, a une grande symbolique, a une grande signification et va même teinter au fer rouge la suite de notre vie de femme, ou peut-être d'homme, mais je ne suis pas un homme pour en parler. Et en réalité, si ce podcast a vu le jour, c'est en partie aussi parce que cette boule que j'ai dans la gorge depuis quelques mois, peut-être même presque quelques années, en tout cas une année c'est sûr, c'est parce que je n'ai jamais raconté.
je n'ai jamais parlé. 15 ans après, je n'ai pas porté ma voix. Je n'ai pas osé. J'ai eu peur. Et aujourd'hui, je reprends ma voix. C'est donc la fin de ce premier chapitre, de ce premier épisode. On se retrouve dans l'épisode 2, dans le chapitre 2, où enfin, je vais me soulager. Non, pardon. Enfin, je vais porter ma voix. Enfin, je vais... Voilà, je vais l'ouvrir. Je sais pas pourquoi il y a ça qui y a ce mot, je vais l'ouvrir. C'est peut-être pas... C'est un peu le langage familier, mais enfin bref. Je me suis un peu retenue pour cet épisode 1. Je suis encore en train de... c'est pas facile, je dois vous avouer. Hein. C'est pas facile comme exercice. Déjà, je pense que ce n'est pas facile pour un podcast traditionnel. Mais c'est pas facile non plus quand on se livre, quand on ne sait pas comment dire les choses. À la fois, il y a une partie de moi qui a envie de dire, mais putain, juste parle, on s'en fout. Et de l'autre, il y a une partie de moi qui me dit, oui, mais je veux que les mots soient justes. Vous voyez, c'est ce parfait encore, ce Madame Parfaite qui revient. Parce que je veux être comprise, je veux surtout pas faire de vagues ou qu'on comprenne mal ou être mal vu ou je ne sais quoi. Et en fait, je suis dans cette mouvance-là de m'émanciper de ces injonctions, de ces paradigmes, de tout ce qui a construit ma personnalité, tout ce qui a construit, pas ma personnalité, mais tout ce qui a construit, en tout cas mes croyances et ces couches d'oignons que je me suis mise, comme j'aime vous le dire quand je vous accompagne. Donc c'est un super exercice pour moi, le fait que petit à petit je vais être de plus en plus à l'aise. Je me souviens, pour celles qui se souviennent peut-être, de ma première vidéo YouTube où c'était bonjour à tous, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. Et maintenant quand je vous parle, voilà, c'est vraiment en mode allez on y va, je vous transmets ce feu. C'est juste que je me dis, je ne connais pas les codes du podcast, je ne sais pas comment ça résonne à vos oreilles. Si vous avez des retours à me faire, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je n'attends pas d'avis, je n'attends pas de conseils, je n'attends pas... Et ne vous... Voilà, ne vous... J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Mais comme je l'ai dit, si vous avez écouté l'épisode 1, enfin l'épisode 0... C'est pas une thérapie que je suis en train de faire. Donc si vous avez des... Voilà, après c'est moi, je fais le tri. Mais juste, sachez que si vous avez envie de partager quelque chose de spontané, faites-le. Juste, si ça part trop dans « je te dis ce que tu devrais faire », je pense que c'est pas ce dont j'ai besoin en tout cas. Donc je sais que je me protège beaucoup et que je mets beaucoup de pincettes, etc. Mais c'est parce que j'ai compris pourquoi certaines de mes collègues, consoeurs, en tout cas copines, créatrices de contenu, je ne sais pas comment on peut les appeler, se protègent aussi et n'ouvrent pas leur message à tout le monde. C'est que moi, j'ai un peu ce double discours, c'est que j'adore partager avec vous, j'adore être là avec vous. J'adore vous écouter, j'adore vos retours, j'adore savoir ce que vous avez ressenti, j'adore. Mais d'un autre côté, il y a l'autre pendant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de donner des leçons, de donner leur avis quand on ne leur a pas demandé. Et voilà, il faut savoir la différence entre je te partage quelque chose et je te dis ce que tu dois faire. Et je pense que je suis encore en train d'apprendre et on apprend ensemble. Donc merci infiniment de m'avoir écouté. C'était Milo et on se retrouve dans le prochain épisode.